Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. On a souvent l'impression que l'approche Montessori demande énormément d'efforts. Il faut réaménager sa maison, acheter du matériel, tout mettre à la hauteur des enfants, présenter des activités, prendre beaucoup de patience même pour encourager son autonomie. Et au final, est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça n'est pas se bagarrer pour que notre enfant fasse les choses plus vite que la musique ? Est-ce que ça n'est pas chercher à le rendre trop autonome, trop vite, trop tôt ? Et j'ai pris conscience de différentes choses ces dernières semaines en rencontrant d'autres familles, de notre propre famille ou des amis. Et c'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu plus personnel que d'habitude. Et je vais partager avec vous à quoi ressemble aujourd'hui la vie avec de petits Montessoriens, en particulier maintenant que notre petit dernier a plus de 3 ans. Car nous-mêmes, nous avons investi tout ce temps, toute cette énergie, nous avons aménagé notre maison dans un esprit montessorien. C'est ce dont je parle d'ailleurs dans ma formation « Aménager sa maison Montessori », si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et on pourrait se dire, pas vraiment. Et en même temps, voilà un certain nombre de choses que nos enfants font aujourd'hui et qui nous paraissent à nous assez naturelles. Et c'est en fait en rencontrant d'autres familles pour qui ça ne l'est pas naturel que nous avons pris conscience de l'impact qu'avait pu avoir, plus que la pédagogie Montessori, l'approche Montessori, la philosophie Montessori dans notre vie familiale. Et avant d'aborder les différents points, les différentes choses que nos enfants font peut-être différemment d'autres enfants du même âge, plusieurs petits disclaimers, vous savez. Premier disclaimer, le but de cet épisode n'est absolument pas de nous vanter ou d'étaler telle ou telle qualité ou réussite de nos enfants. C'est ce qui me gêne un petit peu en enregistrant cet épisode. Ça n'a jamais été mon but, ça n'est absolument pas mon but. Et je ne tire aucune vanité. Je ne dirais même pas que j'essaie d'éviter d'ailleurs au maximum même le sentiment de fierté vis-à-vis de ce que font mes enfants. En revanche, je me réjouis de certaines choses et j'aimerais partager cette joie avec vous. Par ailleurs, je ne cherche absolument pas à... Alors, évidemment, si, là, je suis en train de comparer mes enfants à d'autres enfants. Je ne cherche évidemment pas à prétendre que mes enfants sont supérieurs ou meilleurs ou des choses comme ça par rapport à d'autres enfants. Je vais simplement les comparer à d'autres enfants au sens de voilà ce que font mes enfants qui est peut-être différent d'une majorité d'enfants. Troisième petit disclaimer, je suis certaine qu'il existe plein d'autres familles et d'autres enfants qui font ces mêmes choses sans avoir bénéficié d'une pédagogie Montessori ou d'une approche Montessori dans leur vie quotidienne. Il y a d'autres façons d'atteindre ces objectifs, mais je sais que la pédagogie Montessori est cohérente avec tout ça et favorise l'émergence de ces différentes choses. Donc voilà, si jamais votre enfant, au même âge, vos enfants au même âge que les miens, font la même chose que mes enfants, et que vous n'utilisez pas tellement la pédagogie Montessori au quotidien, tant mieux, formidable. Si à l'inverse, vos enfants ne font pas ces choses-là au même âge, et ce peut-être même si vous mettez en place la pédagogie Montessori, je vous rappelle évidemment que tous les enfants sont différents, font les choses à leur rythme, que j'ai des enfants, par exemple, plusieurs enfants qui ont eu un retard de langage, et qui en revanche étaient très en avance sur le niveau moteur. C'est pour ça que ces termes de en avance ou en retard, c'est très relatif. Les enfants avancent à leur rythme et à un moment donné, ils finissent par atteindre leur rythme de croisière, si vous voulez.
Donc une fois tous ces disclaimers bien posés en début d'épisode, voilà donc ce qui se passe dans notre famille aujourd'hui, après des années de mise en place de la pédagogie Montessori. Depuis notre déménagement, en septembre dernier, nous n'utilisons quasiment plus la tour d'observation. Les enfants aiment bien monter encore dessus, mais il n'y en a plus vraiment besoin. Nos enfants grimpent sur un tabouret, même le petit dernier, ils savent se tenir de façon sécurisée. Ils se tiennent au rebord du plan de travail. Ils ont un meilleur équilibre. Bref, la tour d'observation pourrait encore servir. C'est vrai qu'elle ne sert quasiment plus. En revanche, cette tour d'observation a permis à nos enfants de prendre l'habitude de venir regarder ce que nous faisions, en particulier dans la cuisine, à une hauteur d'adulte. Et ça nous permet aujourd'hui de partager la cuisine avec eux, d'avoir même nos petits derniers qui participent à la réalisation de nos pizzas maison. Tous les samedis soirs maintenant, nous faisons des pizzas maison. Ils vont faire des choses évidemment très simples. Par exemple, si on a coupé du chorizo, ils vont disposer le chorizo sur les pizzas, mettre des olives ou des petits poivrons. Voilà les tâches du plus jeune qui a donc 3 ans. Autre point positif qui est un peu lié à l'utilisation de cette tour d'observation, les enfants se servent à boire tout seuls. Nous avons une fontaine à eau, mais en fait maintenant, les enfants vont directement se servir au robinet. Nous avons un robinet d'eau filtrée. Et même le petit dernier prend un tabouret, grimpe sur le tabouret avec son verre et ouvre le robinet d'eau filtrée avec son verre en dessous, referme le robinet, redescend de son tabouret et boit son verre tranquillement. Donc ce sont des habitudes d'autonomie qui sont maintenant prises. Et c'est vrai qu'à 3 ans, je ne sers plus vraiment à boire à mes enfants, sauf comme je le ferai avec des adultes à côté de moi, quand je suis à table et avant de me servir moi-même en eau, eh bien je propose de l'eau à mes voisins. Mais exactement comme je le ferai avec des adultes. Je ne ressens pas l'obligation de servir en eau tous mes enfants, de les servir d'un plat aussi. Ils se servent pour l'essentiel tout seuls. Et je trouve que ça permet de profiter davantage de ces repas de famille. Parce qu'on peut discuter, on peut échanger, on peut manger, savourer son repas. Et pas passer notre temps, nous adultes, nous avons 5 enfants quand même, donc à passer derrière, à servir tout le monde, à tout couper, préparer. Alors il faut encore parfois couper certaines choses pour notre petit dernier de 3 ans, mais à midi nous avons mangé des saucisses et il a coupé ses saucisses tout seul. C'est extrêmement confortable et ça nous permet de nous concentrer sur autre chose que le service à table. On peut raconter notre journée, partager nos idées, élaborer de futurs projets ensemble, rigoler, etc. Et on peut avoir des conversations entre mon mari et moi, et entre adultes et enfants, tout le monde est intégré à la conversation. Si je devais passer mon temps à me lever, à servir, à couper, etc. pour tout le monde, très honnêtement, je pense que les repas deviendraient quelque chose de pénible et pas l'expérience chaleureuse qu'ils sont aujourd'hui. Toujours au niveau des repas, notre petit dernier, Étienne, mange tout seul. Et il va se chercher un yaourt dans le frigo, etc. Et c'est quelque chose qui me surprend d'ailleurs souvent quand on accueille des jeunes amis des enfants à la maison. Depuis des années, c'est quelque chose qui m'étonne. J'ai l'habitude que mes enfants se gèrent totalement quand ils veulent prendre un goûter ou quand ils veulent boire quelque chose. La seule chose, c'est qu'il faut éventuellement leur couper des tranches de pain. Mais j'ai remarqué que souvent, d'autres enfants attendent qu'on les serve ou qu'on leur tartine de la confiture sur le pain, etc. Et c'est vrai que même notre petit dernier tartine du beurre, étale de la confiture, etc. Comme je vous disais, va se chercher un yaourt dans le frigo. Il se débrouille, tout simplement. Alors, je vais être très franche, parfois ça a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ce fameux petit dernier, là, Étienne, qui a 3 ans, ok, il va chercher un yaourt dans le frigo, il va chercher du sucre, il met son sucre dans le yaourt, etc. Mais il va aussi se chercher une pomme, faire un petit croque dedans et remettre la pomme dans le panier de fruits. Donc ça nous est arrivé, surtout par phase en fait, de retrouver des pommes avec juste un petit croque dedans. Vous voyez juste l'empreinte des dents. Et puis ça lui suffisait, faut croire qu'il n'avait plus faim après. Donc il s'arrêtait après une petite bouchée.
Donc ça, évidemment, c'est un petit peu plus gênant. Et voilà pour tout ce qui concerne la cuisine, l'élaboration des repas. Et vraiment, nous le devons à la tour d'observation, nous le devons au travail Montessori sur les versets, sur le fait de mettre la table. Nous le devons à toute l'approche que nous avons mise en place au quotidien pour rendre la vaisselle accessible aux enfants, pour leur rendre les plans de travail accessibles, pour leur apprendre à cuisiner avec nous, etc. Un autre grand aspect, c'est l'autonomie des enfants en ce qui concerne le soin du vivant. Le soin aux plantes ou aux animaux. Chacun de nos enfants est responsable d'une catégorie d'animaux chez nous. Notre aîné est responsable des lapins. La deuxième, qui n'est là que le week-end avec nous, l'aide à faire un grand nettoyage le week-end, parce qu'il faut nettoyer le clapier qui est évidemment un peu sale. Et puis elle l'aide aussi le week-end. Notre troisième est responsable du chat. La quatrième est responsable de notre chienne, elle a 5 ans. Et notre petit dernier de 3 ans aide un petit peu partout. Là où il découvre un petit peu la façon de faire, en particulier pour la chienne et le chat. Il est encore un peu petit pour atteindre tout simplement les cages du clapier, et, donner du foin au lapin, etc. Mais ça viendra et je pense que bientôt il s'intéressera aussi à ça. Et puis notre troisième, une fois par semaine, fait un gros arrosage des plantes. On l'aide en général. Parce qu'il faut remplir plusieurs litres de carafe et aller les vider dans les grands pots de plantes. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je considère que l'être humain est un intendant de la nature. Et c'est important pour moi de développer ça chez les enfants jeunes, de prendre conscience de leurs responsabilités vis-à-vis du vivant qu'ils adoptent, comme pour les animaux, vis-à-vis des plantes aussi, du vivant qu'ils cultivent, et de prendre conscience que cette responsabilité est une question de vie ou de mort. Si on ne donne pas à manger à un animal, si on ne lui donne pas à boire, il meurt. Donc il y a un enjeu là qui est important, et c'est une responsabilité qui est en même temps très douce, très agréable. Pour notre fille de 5 ans, voir la chienne arriver en remuant de la queue et en lui faisant une grosse léchouille sur le visage parce qu'elle lui apporte des croquettes et de la pâtée, c'est évidemment un excellent moment. Elle en est largement récompensée. Donc c'est une façon très douce de prendre conscience de cette responsabilité vis-à-vis du vivant. Autre grand domaine dans lequel nos enfants sont devenus plus autonomes et indépendants, c'est le sommeil. Il y a quelques semaines de cela, nous étions chez mes beaux-parents avec des beaux-frères et belles-sœurs. Et donc nous passions la nuit chez mes beaux-parents et nous avons dit aux enfants qu'il était l'heure d'aller se coucher. Nous leur avons fait un gros bisou câlin et ils sont montés à l'étage se coucher tout seuls, y compris le petit dernier de 3 ans. Et l'une de mes belles-sœurs m'a dit mais alors c'est comme ça chez vous le coucher? Vous leur dites juste d'aller se coucher, bisous câlin, et ils y vont tout seuls, et ça marche. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que ce qui nous paraissait effectivement tout à fait naturel ne l'était pas forcément. Et cela, nous le devons à plusieurs choses. Je pense que nous le devons au lit au sol. Le lit au sol qui a permis des choses assez rigolotes. Je me rappelle l'année dernière, quand Étienne avait en gros 2 ans, j'étais en train de préparer le déjeuner et puis je sors de la cuisine pour l'appeler à table. Il était juste avant ça, mais 5 ou 10 minutes avant, en train de jouer dans le salon. Je sors, je ne le vois plus. Alors je m'inquiète un petit peu et j'ai fait le tour de toutes les pièces de la maison en me disant mais c'est pas vrai, est-ce qu'il est allé prendre un livre? Est-ce qu'il est allé dans la chambre de son grand frère? Est-ce qu'il est allé dans notre chambre? Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Où est-ce qu'il est? Et le dernier endroit où j'ai cherché, c'était sa chambre, parce que c'est pas dans sa chambre qu'il jouait habituellement, il n'y allait dans sa chambre que pour dormir. Et donc je l'ai retrouvé, tout simplement, dans son lit, en train de dormir, parce qu'il était fatigué. C'est un moment où il ne faisait plus de sieste le matin, mais là, à 11h45, midi, il était fatigué, et donc il est allé se coucher. Et évidemment, ça a été permis par le lit au sol, dans lequel il pouvait aller tout seul, et aussi par toute une approche propre à la pédagogie Montessori,
qui consiste à ne pas faire de la sieste ou du sommeil de la nuit une punition. Ou de dire des choses comme bon, on en a marre, là maintenant il faut aller se coucher. De voir le coucher comme quelque chose qui est une punition quand on a un comportement un petit peu trop excité ou qu'on devient pénible. Donc c'est un peu la conjonction de tout ça qui fait que, effectivement, pour nos enfants, aller se coucher, ça n'est pas quelque chose de dramatique. Il nous arrive de raconter des histoires le soir, mais je vais être très franche, pas toujours. Pourtant, c'est excellent de lire des histoires le soir. Simplement, nous le faisons plutôt à d'autres moments de la journée. Comme les enfants sont en école à la maison, nous avons limité la routine du soir, un peu à son minimum. Et simplement un câlin bisou avec notre fille de 5 ans. On fait un petit bisou sur le front, sur les yeux, le nez, les joues, le menton et le cou. Ça prend 15 secondes à tout casser. C'est notre petit moment de tendresse et puis on fait un gros câlin évidemment derrière. Mais c'est vrai que c'est un bonheur le soir quand nous sommes fatigués, nous les adultes, de pouvoir abréger ce moment du coucher et que les choses se passent de façon aussi légère. Parce que je sais que c'est une difficulté de beaucoup de familles, le coucher des enfants. Et il peut y avoir plein de raisons derrière. Je ne jette surtout pas la pierre, je ne suis surtout pas là en train de dire « Ah bah oui, mais forcément, si le coucher de vos enfants dure une demi-heure, c'est de votre faute, c'est parce que ceci ou cela. » Non. Il peut y avoir plein de raisons à ça. Des raisons d'insécurité, d'anxiété chez les enfants, qui sont parfois liées à des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Ça peut être, j'ai bien connu ça, un papa absent pendant des semaines, ça peut être une anxiété qui plane parce que l'enfant sent que on est inquiet pour notre travail ou pour des questions financières ou pour tout un tas de choses. Bref, il y a plein de facteurs dans le coucher des enfants. Nous avons cette chance qu'à l'heure actuelle, et c'est une chance, nous n'avons pas de mérite là-dedans, qu'à l'heure actuelle, nos enfants ne sont pas anxieux, ils n'ont pas de source d'anxiété. Ça n'est qu'une chance de notre famille. Et derrière cette chance, nous en profitons totalement avec cette routine du coucher qui est abrégée, ce qui nous permet de passer du temps avec eux, des moments de qualité, etc., lorsque nous le souhaitons, par simple envie et par simple plaisir, et pas par obligation. Donc ces moments de qualité ne sont jamais en quelque sorte pollués par la fatigue, par le ras-le-bol, par cette idée que bon, je suis obligée de lui faire tout son rituel du coucher d'une demi-heure, mais franchement, j'aimerais mieux là me poser, je suis fatiguée. Et j'avoue que je trouve ça assez confortable en tant qu'adulte. Donc ça a pu demander des efforts, plus jeunes aussi, pour les sécuriser, de passer du temps pour les coucher, mais ces efforts payent. C'est vrai que là, nous n'avons plus du tout de difficultés. Un critère supplémentaire, un aspect supplémentaire dans lequel se manifestent les fruits de cette éducation Montessori, c'est la curiosité intellectuelle de nos enfants. Ils aiment lire, ce qui est pour moi une très grande joie, parce que leur papa et moi aimons beaucoup lire. Donc quelque part c'est naturel, vous savez, vous êtes bien conscient je pense que les enfants apprennent par l'exemple et que voir leurs parents lire, c'est l'un des plus grands facteurs pour que les enfants lisent eux-mêmes. Et ils ont cette soif d'apprendre qui est préservée. Et ça, je sais que nous le devons à l'école, à la maison, je le vois bien. J'ai bien vu la différence lorsqu'ils ont été scolarisés. Donc les mêmes enfants, il ne s'agit pas juste d'enfants qui naturellement auraient une curiosité intellectuelle. J'ai bien vu que l'école commençait à étouffer cette soif d'apprendre. Bon, c'est ainsi, on ne peut pas toujours faire l'école à la maison, mais il y a dans ce cas-là des choses aussi que l'on peut faire pour préserver cette curiosité, cette soif d'apprendre. Mais j'avoue que c'est une profonde satisfaction, c'est quelque chose de très rassurant pour nous, de voir que nos enfants aiment lire et aiment apprendre. Et en début d'année, ou plutôt en fin d'année dernière, ça s'est manifesté par exemple par le fait que notre aîné choisisse de suivre des cours par correspondance, et des cours par correspondance exigeants pour son année de 5e. C'est lui qui a pris la décision, avec nous bien sûr, mais l'élan venait de lui, de reprendre l'école à la maison, et avec des contenus exigeants.
Il aurait très bien pu continuer dans un collège classique avec de très bonnes notes, en suivant un petit rythme tranquille sans trop de travail. Il a préféré s'engager dans un rythme un peu plus exigeant. Je ne dirais pas plus lourd, parce qu'en termes d'heures, c'est à peu près équivalent, voire inférieur. Il finit à 16h30 tous les jours, hein. Mais un rythme plus intense, je dirais, intellectuellement. Donc ça nous réjouit de voir que pour nos enfants, la priorité n'est pas d'en faire le moins possible, mais d'accomplir des choses et d'apprendre des choses. Et dernier petit point, en 3 minutes, nous pouvons être sortis de la maison. C'est vrai qu'avec 5 enfants, ça peut être une logistique parfois un petit peu lourde, il faut mettre les chaussures, il faut mettre les manteaux, il faut prendre le sac, etc. Et nous avons pris des habitudes de ranger les manteaux au même endroit, de les rendre accessibles aux enfants, etc. Tout ça, j'en parle dans ma formation Aménager sa maison Montessori, dans la rubrique du rangement de l'entrée. Et au final, même notre petit dernier de 3 ans sait s'habiller tout seul, à l'exception du bouton de jean. Ça reste encore quelque chose de difficile, mais il sait s'habiller tout seul, il sait se déshabiller tout seul, encore une fois à l'exception du bouton. Et en 3 minutes, nous pourrons être sortis de la maison. Donc c'est absolument génial quand nous devons partir quelque part, parce que ça dépote. C'est simple, ça dépote. Alors évidemment, le petit dernier, on le prévient un peu plus en avance, on lui dit il faut aller mettre des chaussettes, un pull, etc. Donc là, lui, évidemment, s'il faut qu'il s'habille un peu plus, il va avoir besoin de plus de temps, parce qu'il le fait tout seul, et donc ça lui prend du temps. Mais pour enfiler ses bottes, son manteau, pour que chaque enfant prenne son sac d'activité, ou aille prendre une gourde, ou son casque de vélo, tout ça prend 3 minutes. Donc c'est extrêmement, extrêmement confortable. Ça nous permet de partir de façon un peu plus spontanée, en se disant « Ah, il y a un rayon de soleil, hop, on part en balade !» Alors que s'il fallait qu'on attende une demi-heure que tout le monde soit prêt, le rayon de soleil serait déjà passé, et on se retrouverait à faire notre balade sous la pluie. Donc là aussi, c'est du temps investi en amont, de la patience, les cadres d'habillage Montessori, évidemment, qui aident à s'habiller, tout ça, ça fait partie de la vie pratique Montessori. Et puis, encore une fois, l'aménagement de la maison. Alors je reprécise une dernière fois, que ça ne veut pas dire, le fait que nos enfants soient plus autonomes, ça ne veut pas dire que nous passons moins de temps avec eux. Le but n'est absolument pas de nous débarrasser de nos enfants et de passer le moins de temps possible avec eux, bien au contraire. L'idée est en revanche de passer avec eux du temps de qualité. Ce temps, nous le passons à jouer, à faire des balades, à construire des choses ensemble. Par exemple, nous avons construit un clapier, plusieurs poulaillers ensemble. Nous en profitons pour discuter, pour faire des gros câlins, pour lire des histoires, pour jouer. Tout ça, pour faire des jeux de société. Tout ça, c'est 1000 fois plus agréable que les tâches répétitives, un petit peu, pas forcément vraiment pénibles, mais un petit peu déplaisantes, que l'on doit faire tous les jours, comme leur servir à boire, les habiller, etc., etc. Donc voilà en quoi investir du temps, investir de l'énergie, parfois investir de l'argent aussi, dans un certain matériel ou dans les formations que j'ai suivies pour découvrir tout ça. Voilà comment ça se traduit aujourd'hui. Maintenant que nos enfants ne sont plus des bébés, nous n'avons plus de bébés à la maison, et les fruits que nous en retirons. C'est une belle richesse pour notre famille, et pour être tout à fait honnête, c'est tout le pire que je vous souhaite. Donc si jamais ça vous intéresse d'incorporer cette approche Montessori chez vous, ça peut commencer par de toutes petites choses, des gestes très simples, de disposer les choses différemment à d'autres endroits. Et ma propre assistante, qui n'a pas suivi mes formations longues Montessori, a suivi la formation Aménager sa maison Montessori. Et au tout début où nous travaillions ensemble, elle m'avait dit combien une seule journée de cette mini-formation, parce que cette formation est découpée en 10 jours, donc chaque jour, il y a un point différent qui est abordé, comme la tour d'observation, le lit au sol, le rangement des jouets. On n'a pas du tout parlé de la rotation des jouets non plus aujourd'hui. La rotation des jouets, le rangement des vêtements, le rangement du hall d'entrée, la salle de bain Montessori, la cuisine Montessori, etc. Et
la simple journée qui correspondait au hall d'entrée avait changé sa vie, évidemment. Ça n'avait pas révolutionné toute sa vie, mais ça avait révolutionné chez elle les moments de départ et d'arrivée dans leur maison. Donc, si vous avez envie de mettre ces choses-là en place chez vous, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma formation Aménager sa maison Montessori. C'est une mini-formation. Le tarif est très abordable. Elle se suit très rapidement. Mais croyez-moi, ça fait une énorme différence sur le long terme. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager avec vous les fruits de l'approche Montessori, pour vous montrer que oui, parfois ça demande des efforts au démarrage, mais c'est un investissement que nous faisons sur le long terme. Et il est important du coup de parler du moment où on en est récompensé, parce que sinon on ne voit plus que les efforts. Alors c'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi prochain dans le prochain épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.